Alors que Marvel s'est empressé de spoiler la Terre entière en renommant officiellement son film Thunderbolts en New Avengers, la prochaine et dernière étape de la saga du multivers approche à grands pas. Mais soyons clairs, moi je vais continuer à l'appeler Thunderbolt. Ce film conclut la phase 5 avec enfin un vrai film d'équipe. Et on peut même le dire, un film Avengers. Mais sommes-nous vraiment prêts à accueillir Doom et son apocalypse multiversel alors qu'on a tous un peu l'impression que rien n'a vraiment été mis en place pour ce film ? Quel est le véritable objectif de la saga du multivers? Et est-ce que finalement, elle n'aurait pas été une erreur dans l'histoire du MCU? Car pour beaucoup, cette saga n'est qu'un enchaînement de projets confus, sans lien clair, et qui ne mènent à rien. Mais pour ma part, je pense qu'avec du recul, ces phases 4 et 5 ne sont pas si mauvaises, et qu'elles nous ont apporté tout ce dont nous avons besoin pour voir Doom briller dans une guerre multiverselle. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'absolument rien ne s'est passé comme prévu, et que quoi qu'il arrive, il va falloir faire avec ce qu'on a. Mais pas de panique, les films Avengers sont devenus la priorité numéro 1 du studio. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va remonter le fil de tous les projets passés, présents et futurs pour résoudre cette enquête. Nous entrons donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton émission super-héroïque préférée. Oui, la spoiler room est numéro 1. Et ça fait plaisir. Merci les gars. Allez, générique. Pero antes de empezar, déjenme hablarle del sponsor de este video. Oui, c'est l'espagnol. Et non, je l'ai pas appris à l'école, car mes profs étaient catastrophiques. Mais aujourd'hui, en plus du français, je parle couramment anglais et espagnol. Parce que pour moi, parler plusieurs langues, c'est indispensable quand on aime voyager. Ce qui rend un voyage vraiment inoubliable, c'est de pouvoir rencontrer les gens, discuter, rire, partager un verre avec les locaux. Pour ça, faut pouvoir se comprendre. Un minimum d'anglais, voir la langue locale, ça change tout. Et c'est là que Rosetta Stone entre en jeu. C'est une appli que j'ai découverte pendant le confinement. À l'époque, j'étais bloqué en Argentine, sans parler un mot d'espagnol. Clairement, l'angoisse. Alors, j'ai lancé Rosetta Stone, et en quelques semaines, j'ai fait des progrès énormes. Et perso, ce que j'adore, c'est que ce sont des leçons hyper immersives de 10 minutes maximum. Facile à caser dans la journée, elles t'apprennent une langue comme tu as appris le français, de manière intuitive. Donc, pas besoin d'apprendre 800 verbes irréguliers, si tu vois ce que je veux dire. Where is Brian? Là, tu pratiques directement. Autre gros plus, tu choisis tes leçons selon tes besoins. Si tu débutes, tu commences par les bases. Bebo café por la mañana. Bebo café por la mañana. Tu pars en Erasmus, tu peux te concentrer sur le vocabulaire utile pour les études ou le travail. Mais surtout, il y a aussi des exercices de prononciation avec leur outil True Accent pour améliorer son aisance à l'oral. 18 pelotas. 18 pelotas. Et crois-moi, c'est très important. Tu passes de Hola chicas à Hola chicas. Me llamo Kevin. C'est ultra personnalisé et disponible via l'application mobile et sur ordinateur. Et bien sûr, si je vous en parle, c'est que le bon plan n'est pas très loin. En passant par mon lien en description et commentaire épinglé, vous pouvez profiter de 60% de réduction sur l'abonnement à vie aux 25 langues que propose l'application. Alors si comme moi tu veux voyager autrement, mieux profiter de chaque rencontre et t'ouvrir au monde, il est peut-être temps de t'y mettre. Moi je continue mes leçons d'espagnol pour mon prochain trip et nous on retourne à notre vidéo. Una cerveza, por favor. Est-ce que c'était mieux avant? Depuis 2008 et le lancement du MCU avec Iron Man, Marvel a structuré son univers en phases qui elles-mêmes forment des sagas. Un format pensé pour développer un univers étendu où chaque film partage un tronc narratif commun autour de grandes menaces combattues par les Avengers. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous refaire tout le fonctionnement du MCU, vous le connaissez. Mais comme on l'avait déjà évoqué dans une précédente vidéo, chaque phase avait son propre thème et son but, le tout dans une direction commune qui donne une cohérence à l'ensemble. Par exemple, la saga de l'infini, c'est une saga sur la famille. Phase 1, on nous présente des héros solitaires, marginaux, incompris, qui vont s'unir malgré leurs différences face à une menace plus grande qu'eux, Loki et son armée de Chitauri. L'objectif est clair, poser le concept des Avengers et commencer à introduire la menace Thanos, même s'il reste très discret, puisque c'est Loki le vrai visage de cette menace. En réalité, Thanos ne deviendra central que bien plus tard. Son armée est vaincue et il disparaît dans l'ombre. Phase 2, on s'interroge sur ce que signifie vraiment d'être un héros. Tony comprend qu'il est un héros avec ou sans son armure, Steve remet en cause l'autorité militaire pour rester fidèle à ses principes, et Thor refuse le trône pour protéger les 9 royaumes. C'est une phase de prise de responsabilité, et globalement, la saga de l'infini c'est surtout l'histoire de cette trinité. Iron Man, Captain America et Thor, avec d'autres persos qui gravitent autour évidemment. Mais c'est aussi dans cette phase qu'est créé Ultron, une menace née des Avengers eux-mêmes qui va tout bouleverser, puisque c'est à partir de ce film qu'est créé le très secret Parlement au sein de la direction de Marvel. Un groupe de créatifs avec à sa tête Kevin Feige qui se réunit une fois par an
pour parler des grands axes du MCU et comment faire en sorte que tout se lie vers un même objectif. C'est comme ceci qu'on installe progressivement les pierres de l'infini, les vraies stars de cette saga. Car c'est avant tout une saga autour des gemmes, comme son nom l'indique, et non pas la saga de Thanos. Retenez-le, c'est important pour la suite. Phase 3, c'est celle du sacrifice et des fractures. Les conséquences de la phase 2 éclatent, Civil War sépare la famille. Et toute la phase 3 repose sur des relations familiales complexes. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Black Panther, Thor Ragnarok, et même Infinity War, où c'est Thanos qui règle ses histoires de famille. D'ailleurs, on n'entend pas vraiment parler de lui jusqu'à la post-crédit de Ragnarok, qui sert de prélude à Infinity War. Et pourtant, quand il arrive, c'est explosif, car tout a été posé avant. Chaque film vient ajouter une brique à l'univers. Doctor Strange est présenté comme un gardien responsable, et sa décision de donner la pierre du temps devient un choix lourd de sens. L'évolution de Thor et Hulk sert à mesurer la puissance de Thanos, même sans montrer leur défaite en détail. Et la mort de Odin précipite l'arrivée du Titan Fou. L'obsession de Tony à protéger la Terre depuis 2012 mène à son échec inévitable. Plus tu veux éviter quelque chose, plus tu risques de le provoquer. Bref, on n'avait pas besoin de voir Thanos 15 fois pour ressentir son impact. Et Infinity War plus Endgame ont cartonné car tout avait été soigneusement construit. Et c'est exactement ce que je veux vous dire. On n'a pas besoin d'avoir vu Doom pour que Avengers Doomsday fonctionne. Parce que tout est déjà là sous nos yeux depuis le début de la saga du multivers. La vraie question maintenant, c'est comment cette saga peut-elle encore s'en sortir? Kevin Feige à la rescousse. C'est vrai, beaucoup de fans considèrent que la saga du multivers est un échec. Et moi-même, je l'ai déjà dit. On va pas se mentir, ces dernières années n'ont pas été glorieuses pour Marvel. Mais il faut aussi remettre un peu de contexte. D'abord, je pense que les phases 4 et 5 sont du même niveau que les phases 1 et 2. Oui, on y trouve quelques bons films et pas mal de projets très moyens. Je mets volontairement la phase 3 à part, parce qu'elle enchaîne banger sur banger. Mais si on regarde objectivement les débuts du MCU, l'incroyable Hulk, Thor, le monde des ténèbres ou encore Ant-Man sont des échecs commerciaux qui peinent à être rentables. La plupart de ceux qui aujourd'hui crient à la mort du MCU depuis Endgame n'étaient même pas en âge d'aller au ciné à l'époque de la phase 1 et 2. Mais à l'époque déjà, les critiques étaient les mêmes. C'est trop léger, trop connecté, trop lisse. La vérité, c'est que c'est la phase 3 qui a vraiment iconisé Marvel. Et véritablement, c'est Infinity War et Endgame qui ont propulsé le studio au rang de légende. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les 5 dernières années ont été un véritable naufrage pour le MCU et absolument rien ne s'est passé comme prévu. Marvel sort de l'énorme succès Infinity War et Endgame, vient de racheter la Fox et les droits de ses personnages, et Kevin Feige prépare l'avenir. La saga du multivers devait s'étendre de 2020 à 2025, avec un film Secret Wars en apothéose fin 2024. Ce qui aurait pu permettre d'enchaîner tranquillement avec 10 ans de X-Men. T'Challa, Spidey et Captain Marvel devenant les nouveaux visages de cette saga. Seulement, la pandémie a tout changé, mais pas que. Le changement de direction cataclysmique qui a forcé Marvel à produire en quantité au détriment de la qualité, et les aléas improbables qui vont absolument tout chambouler. Déjà, la tragique mort de Chadwick Boseman. Mais aussi, les caprices de Sony qui ont empêché Marvel d'utiliser Spidey, sans oublier le déchaînement de haine online sur Brie Larson et la condamnation de Jonathan Majors qui était censé être le grand méchant de la saga. Vous ajoutez à ça la grève des scénaristes, le scandale des effets spéciaux, les guerres intestines et le biais idéologique qui a poussé Disney à recruter en privilégiant la diversité aux compétences. Avec tout ça, vous avez probablement le cocktail le plus explosif jamais réalisé. Bref, un vrai cauchemar. Tout commence avec Bob Iger, le président légendaire de Disney, qui prend sa retraite en 2020. Il est remplacé par Bob Chapek, ancien boss des parcs à thème. Et lui, ce qu'il veut, c'est lancer Disney+ à fond, avec un maximum de contenu, vite et partout. Pendant ce temps, Kevin Feige sort tout juste d'Endgame. Il est au sommet, mais prend un peu trop de place. Un récent article du Wall Street Journal révèle qu'il n'était pas trop chaud à l'idée d'autant s'impliquer dans Disney+, mais qu'il a préféré fermer sa bouche pour éviter le clash. Résultat, il est progressivement écarté des décisions créatives. Pire, lui qui était derrière toutes les décisions devient introuvable. Et tous les créatifs sur les films et séries n'arrivent plus à le capter. Pour vous dire, il paraît que Kevin Feige n'a eu qu'une seule note sur toute la production de She-Hulk, celle où il apprend qu'un robot à casquette porte son nom. Bref, faut pas s'étonner que les auteurs de la série n'aient absolument rien compris au personnage. This is the story that Kevin wants. Then I want to talk to Kevin. No one talks to Kevin. Et c'est Karim Daniel, un proche de Chapek, qui est nommé à la tête d'une nouvelle division en 2020, le Disney Media Entertainment Distribution. Une division qui prend la tête de toute la stratégie créative et qui fait que tous les directeurs créatifs des franchises perdent leur pouvoir. Le tout centralisé à travers une logique avant tout business. Et on a vu le résultat. C'est une catastrophe. Des dizaines de projets annoncés pour inonder Disney+, une désorganisation totale chez Marvel, des rejets en masse de réalisateurs, scénaristes et même acteurs qui ne veulent plus bosser avec le studio. C'est pour ça qu'en fin 2022, Bob Iger est rappelé en urgence.
Chapek est dégagé, et la première décision, c'est de faire sauter toute la structure de Karim Daniel. Mais le mal est fait. Chez Star Wars, c'est 800 projets en cours dont personne ne veut. Et chez Marvel, c'est la panique totale. Mais il y a un rebond. 5 mois après son retour, profitant de la grève des scénaristes, Bob Iger relance toute la machine créative. Lors de la fameuse retraite du Parlement, les créatifs derrière la continuité du MCU, Iger tape du poing sur la table. Il faut tout changer, privilégier la qualité à la quantité. Mais surtout, il faut sauver cette saga en concentrant absolument tous les efforts sur les films Avengers. Oui, il y a une Marvel fatigue, et oui, c'est de la faute de Marvel. Résultat, gros ménage. Des tas de projets sont annulés, et désormais ce sera 1 à 2 séries live-action par an, et 2 à 3 films maximum. Et basta. Kevin Feige reprend alors enfin les pleins pouvoirs, et compte bien sauver Marvel. C'est dans ce contexte que les frères Russo sont convaincus de revenir, avec dans leur valise Robert Downey Jr., l'acteur qui dans la tête de Feige devait depuis des années jouer Doom face à Kang, et qui devait être un des personnages principaux de la saga mutante. Mais c'est le retour des Russo qui est primordial. Eux qui maîtrisent à fond le lore, et surtout qui savent raccrocher les wagons. Car oui, dans le MCU, même si on en a l'impression, rien n'est totalement écrit 10 ans à l'avance. Mais chaque film laisse des petits détails que les suivants peuvent exploiter. La meilleure preuve, l'histoire du leader commence dans l'incroyable Hulk il y a 17 ans et qui revient dans le dernier Captain America. Bon, c'était nul, mais quand même. Et les Russo sont des experts dans cet exercice. La moitié de mes vidéos théories courtes sont encore sur Infinity War et Endgame, parce que ces films sont truffés de petits indices que tu redécouvres encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont les meilleurs pour lancer cette fin de saga, et qui sait tout réparer. Car ils le disent eux-mêmes en interview, Marvel a perdu ce qui fait sa force, un récit commun, et ils n'ont pas été embauchés pour répondre à chaque intrigue laissée en suspens, mais pour faire le tri, et tirer une ligne directrice claire qui va relier le MCU ensemble. Bref, nous sommes dans une opération de sauvetage par la qualité, et c'est aussi pour ça que aucun film autre que les Avengers n'a été annoncé. Rien n'est plus important que de réussir ces films pour reconquérir le public. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets de voir que le film commence le tournage seulement 1 an avant. Tout à l'heure, je vous disais que Infinity War avait été préparé dès Age of Ultron, soit en 2013-2014. Et tous les scénaristes, storyboarders et même artistes effets spéciaux ont commencé à travailler à ce moment-là, soit plus de 4 ans avant. Et je vous disais que Secret Wars était prévu pour fin 2024, et donc que Feige a commencé à bosser dessus depuis 2019. Donc ne vous inquiétez pas les amis, tout est entre de bonnes mains. C'est pourquoi je vous propose de faire le point sur tout ce qui a été mis en place pour Doomsday et Secret Wars, et vous pourriez bien être surpris. Les équipes de héros. Beaucoup ont dit que ces Thunderbolts, désormais connus sous le nom de New Avengers, sortaient de nulle part et que tout le monde s'en foutait. Pourtant, on les a bel et bien vus se développer au fil des projets des phases 4 et 5. D'abord, Red Guardian et Yelena, introduits dans Black Widow, le tout premier film de la phase 4. On retrouve ensuite Valentina en post-crédit qui envoie Yelena dans la série Hawkeye, où le public s'attache vraiment à son personnage. Valentina qu'on revoit également dans Falcon and the Winter Soldier lorsqu'elle recrute John Walker, qu'on retrouvera ensuite en directrice de la CIA dans Wakanda Forever. Tous ces projets mènent directement au film Thunderbolt, et à cette nouvelle version des Avengers. Une team d'anti-héros qui, on le sait, jouera un rôle central, avec notamment Sentry, qui selon son acteur est actuellement en hibernation, et qui va forcément devoir se réveiller. Une équipe qui va accueillir les 4 Fantastiques dans le QG des anciens Avengers, remis à jour dans une version high-tech de ouf. Cette tour New Avengers pourrait bien devenir l'un des lieux centraux où toutes ces équipes vont se réunir. D'autant qu'on apprend dans la scène post-crédit que Sam Wilson a lui aussi monté sa propre équipe d'Avengers, et que d'ailleurs, ça crée un conflit avec Bucky. Tout ça commence dans Falcon and the Winter Soldier, où Sam doute de lui et ne se sent pas à la hauteur. Un doute qui le suit jusqu'à son propre film, avant qu'il finisse par suivre son instinct pour former une nouvelle équipe. Mais avec qui? Côté ancien, Clint semble hors jeu après la série Hawkeye. Surtout avec son absence dans la saison 2. Thor, lui, est guéri de sa dépression, en forme et désormais accompagné de sa fille adoptive, Love alias Eternity. Rien que ça. T'Challa est officiellement décédé dans le MCU, mais 2 nouveaux Black Panthers ont émergé, Shuri et M'Baku, le nouveau roi du Wakanda. Sans oublier le fils de T'Challa, Toussaint, qui pourrait un jour reprendre le flambeau. Scott, de son côté, est une véritable star, et après son aventure avec Kang le Conquérant multiversel, il pourrait très bien être utile à la team. Peter, lui, n'est plus un Avenger. Il est devenu un parfait inconnu pour ses anciens coéquipiers, donc peu de chances de le voir dans l'équipe. Côté Hulk, Banner semble en pleine maîtrise de ses transformations. Peut-être même qu'il peut désormais relâcher le vrai Hulk si besoin, vu qu'il est capable de choisir entre sa forme Smart Hulk et sa forme humaine. Il pourrait ramener sa cousine Jennifer Walters, alias She-Hulk, et même son fils Scar, venu tout droit de Sakaar. Et n'oublions pas la scène post-crédit de Shang-Chi. Wong, autoproclamé chef des Avengers restants, fait de Shang-Chi un nouvel Avengers. Il est accompagné de Bruce et Carol Danvers, et ce fameux signal émis par les anneaux de Shang-Chi. Tout comme les bracelets de Kamala,
auront probablement un rôle crucial. Carol, elle, est bien de retour sur Terre, et pourrait être à l'origine de la fameuse crise spatiale. Mais ça, on en parle plus tard. Wong, de son côté, forme à camartage America Chavez, capable de voyager à travers le multivers. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 marquent certes la fin de l'équipe originale, mais nous présentent une nouvelle génération menée par Rocket, avec Adam Warlock et Phil Havel, probablement très important pour l'après Secret Wars. Et Star-Lord, lui, est désormais de retour sur Terre. Bref, Sam a l'embarras du choix pour former son équipe. Et la plupart des personnages qu'on a cités sont déjà confirmés pour Doomsday ou le seront bientôt. Mais ce n'est pas fini. La majorité des projets de la phase 4 et 5 nous ont aussi introduit les Young Avengers, qui seront sûrement renommés Champions parce qu'ils ne sont plus vraiment young. Parmi eux, Wiccan et Speed, les jumeaux de Wanda, vus dans WandaVision, qu'on retrouvera dans Agatha All Along et sûrement Vision Quest, Patriot, vu dans The Winter Soldier, America Chavez dans Multiverse of Madness, Cassie Lang dans Quantumania, et bien sûr Kamala, qui commence à monter l'équipe en recrutant Kate Bishop à la fin de The Marvels. Et rien n'empêche qu'on y ajoute Scar, Iron Heart ou même Kid Loki. On verra bien. Sans oublier évidemment les 4 Fantastiques dont on reparlera très bientôt. Et enfin, on a aussi les exilés de Deadpool et Wolverine, qui sera sûrement une team du TVA composée de héros venus de tout le multivers, et les X-Men originaux, issus de l'univers où Monica Rambeau a atterri à la fin de The Marvels. Et là, on se rend compte d'un truc. Ces 5 dernières années ont permis de placer énormément de pions sur l'échiquier. Tout le monde est plus ou moins là, chacun a trouvé sa place pour la conclusion. Ce qui nous permet d'attaquer le prochain arc de cette grande fresque. Mais avant d'enchaîner, je dois vous remercier. Merci pour votre force, vos abonnements et votre soutien. Vraiment, merci. Ces dernières semaines, on bat tous les records de vues, d'engagement et de commentaires. Mais, bizarrement, le nombre de nouveaux abonnés diminue. Alors si jamais tu ne fais toujours pas partie de l'équipe et que tu kiffes mes vidéos, je t'invite à lâcher ton abonnement. Ça coûte rien et ça aide énormément la chaîne. Allez, on y retourne. Le multivers et sa fin. Tout commence avec le voyage temporel dans Endgame qui laisse s'échapper Loki. C'est là qu'un nouveau monde s'ouvre à nous et on apprend un truc capital. Le multivers n'existe pas. En tout cas, pas encore. Il n'existe qu'un seul univers, le 616 et ses branches, qu'on appelle aussi l'éternel flux temporel, surveillé par une organisation, le TVA. Ce fameux tribunal des variations anachroniques en français, dirigé dans l'ombre par un variant de Kang, le Conquérant, celui qui demeure. Un variant qui a vécu encore et encore les mêmes événements de destruction du multivers, jusqu'à comprendre qu'il finira toujours au même endroit, au cœur de ce flux unique. Alors, il a tout scénarisé de A à Z pour sécuriser le TVA. Mais Loki va interrompre cette boucle, libérant le multivers et devenant son nouveau gardien. Le dieu des histoires, un être hors du temps et hors du multivers, capable de pouvoirs quasi divins au sein de l'Yggdrasil. Depuis, le TVA a changé de mission. Avant, il effaçait toutes les branches d'univers pouvant créer une nouvelle réalité. Aujourd'hui, il se contente de les surveiller de loin, le laissant s'étendre. On découvre aussi qu'il recrute discrètement des êtres exceptionnels pour un événement majeur qui arrive prochainement dans le 616. C'est d'ailleurs pour cette raison que Deadpool est recruté, son univers est en train de s'éteindre et il a un rôle majeur à jouer dans les événements futurs. Il se pourrait même que Wanda, qu'on pense disparue sous les décombres du mont Wandagore, ait en fait été capturée par le TVA. La destruction du Darkhold à travers tout le multivers a probablement déclenché de nombreuses incursions. Autre détail important, le TVA est très lié au Void, cette dimension hors du temps et de l'espace où sont envoyés les mondes et variants effacés lors d'un événement Nexus. Et ce Void pourrait très bien devenir la terre d'accueil du Battle World, le lieu créé à la fin de Doomsday et qui sera le théâtre de Secret Wars. Un TVA qui a de grandes chances d'être l'objectif de Doom dans le combat final de Doomsday, là où il ira chercher un pouvoir interdit pour tenter de sauver le multivers, à condition d'en devenir le dieu souverain. Le TVA, c'est donc notre porte d'entrée vers le multivers. Et on va explorer ce multivers dans plusieurs projets, souvent depuis le point de vue du 616, ce qui fait qu'on est presque aussi paumé que les héros eux-mêmes. Dans Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, à cause d'un sort foiré, crée une faille interdimensionnelle. Résultat, des variants de Spidey débarquent avec leur ennemi, chacun issu d'un univers et d'une époque différente. Oui, nous avons le Bouffon Vert, Octopus ou Electro, qui sont happés juste avant leur mort, des morts séparés de plusieurs années. Ce qui nous fait comprendre une chose, traverser le multivers, c'est aussi d'une certaine manière voyager dans le temps. Enfin, plus ou moins, puisque mon époque n'est probablement pas celle de l'univers dans lequel j'arrive. Ce qui explique pourquoi les 4 Fantastiques peuvent venir directement des années 60 sans avoir pris une ride. C'est en fait le principe de relativité d'Einstein, mais appliqué au multivers. Bref, nous découvrons que le multivers est plus ou moins tiré de l'éternel flux temporel, l'univers d'origine. C'est pour ça que tant d'univers se ressemblent et qu'on retrouve des variants de quasiment tous les héros. Parmi ces mondes, il y a la fameuse Terre 838, un univers paisible, futuriste, gouverné par les Illuminati, les leaders des équipes les plus puissantes, jusqu'à ce qu'ils se fassent massacrer par une Wanda possédée,
par celle de notre univers. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un siège de ce conseil était laissé vide. Beaucoup pensent qu'elles étaient réservées à Victor Von Doom. Et si on suit cette piste, on peut imaginer que le passage de Strange dans cet univers, ainsi que le Dreamwalking de Wanda, ont déclenché une incursion irréversible. Et que si Doom venait de cet univers, il tiendrait désormais le 616 responsable, évidemment du massacre des membres du conseil, mais aussi de la chute du 838. Parce que oui, le multivers est en train de mourir. Et ça, on l'apprend dans plusieurs projets. D'abord, par celui qui demeure, puis par son variant plus jeune, Kang le Conquérant, qui nous explique, tous les deux, que les actions de ces autres versions créent des incursions incontrôlables, et que lui seul peut les contenir. Ensuite, par le Reed Richards du 838, qui nous explique comment fonctionnent ces incursions, et surtout que les Doctor Strange sont les plus grands dangers du multivers. From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. On apprend d'ailleurs que Strange et Clea ont quitté le 616 pour aller réparer une incursion qu'il a lui-même causée. Sans oublier un concept tout nouveau introduit dans Deadpool et Wolverine, les êtres ancrés. La mort d'un seul de ces êtres condamne l'univers entier auquel il appartient. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que peu importe ce qu'on fait, le multivers est voué à disparaître. Trop instable, trop fragmenté, soumis à trop de variables destructrices. Et pourtant, on a découvert plusieurs moyens d'y voyager. D'abord, la technologie du TVA, qui permet de se rendre dans l'univers de son choix et à la date de son choix. Ensuite, la tech de Kang, basée sur le royaume quantique, puis celle du Conseil des Kang ou de Reed du 838, qui utilise des portails interdimensionnels. Des technologies qui ont plus ou moins toute la même origine. Mais aussi la magie, avec le sort de Strange, le Dreamwalking via le Darkhold, ou la magie de Clea qui vient de la dimension noire. Les pouvoirs naturels d'America Chavez, qui peut ouvrir des portails à travers le multivers, et enfin les bracelets quantiques qui, dans The Marvels, ont créé une incursion entre le 616 et probablement l'univers des X-Men, tel qu'on le voit à la fin de Days of Future Past. Un univers où Monica Rambeau est désormais coincée. Donc non, on n'arrivera pas dans Doomsday sans aucune base sur le multivers. Au contraire, tout a été mis en place, mais que faisons-nous de tout le reste alors? Le surplus de la saga. On en parlait au début, les frères Russo n'ont pas prévu de refermer toutes les intrigues laissées ouvertes. Beaucoup de fausses pistes vont probablement rester sans résolution. L'un des thèmes majeurs développés dans cette saga, c'est l'aspect politique. On assiste au retour du Caïd, devenu maire de New York, qui transforme la ville en zone anti-héros. D'ailleurs, détail un peu ironique quand on sait que la tour des Avengers est en plein cœur de Manhattan. Mais on espère que la saison 2 de Born Again nous en dise plus. Au-delà de ça, le monde entier est en instabilité politique. Les événements de Secret Wars, si tant est qu'ils soient encore canon, ont profondément déstabilisé l'ordre mondial. New Asgard semble s'être isolé, le Wakanda et Talokan sont devenus des ennemis déclarés des États-Unis, et les États-Unis eux-mêmes traversent une crise. Le président fraîchement élu se révélant être un Red Hulk. Il est désormais enfermé au raft. Même chose du côté fantastique. Un céleste est apparu dans le ciel, attendant de juger si la Terre mérite de survivre ou non. Un autre repose dans l'océan, créant des tensions autour de l'exploitation d'un nouveau métal, l'adamantium. Des détails majeurs qui pourtant ne seront probablement plus jamais évoqués. En tout cas, pas dans cette saga. On a aussi appris dans She-Hulk et Miss Marvel que les mutations existent et que de nombreux méta-humains vivent déjà sur Terre. Mais encore une fois, tout ça risque d'être mis de côté. Sans parler des entités cosmiques, des dieux, des plans de l'au-delà évoqués dans Love and Thunder et Moon Knight, des concepts qu'on ne reverra sûrement pas tout de suite. Et la majorité des séries qui arrivent en 2025 ne sont que les vestiges des décisions prises sous Chapek. Elles poseront peut-être un peu de contexte pour Secret Wars, mais pas plus. Les frères Russo, eux, vont se concentrer sur l'essentiel, les équipes, les autres univers et la lente disparition du multivers. Et Doom dans tout ça. Je vous l'ai dit dès le début, les 2 premières phases servaient à préparer les héros, à s'unir et à raconter l'histoire des pierres d'infinité. La phase 3, elle, est bien plus dense, chaque film comptant pour la conclusion. Civil War sépare les Avengers. Doctor Strange introduit la pierre du temps, les Gardiens volume 2 renforcent les liens familiaux de l'équipe tout en évoquant ceux des filles de Thanos, Ragnarok mène directement Infinity War, et Captain Marvel, comme Ant-Man et la Guêpe, présente 2 personnages essentiels pour Endgame. Et bien ici, c'est probablement la même logique. Oui, on n'a encore jamais vu Doom. Mais la vraie menace, ce n'est pas lui, c'est la mort du multivers. Doom sera un anti-héros, un antagoniste, et il va surgir de nulle part pour tenter d'empêcher cette fin. Et c'est précisément ce qu'il faut pour créer un effet de surprise, celui d'un retour de Tony Stark qui n'en est pas un. Le premier film de la phase 6, c'est Les 4 Fantastiques. Ce film devrait se concentrer à fond sur le multivers pour nous l'expliquer une dernière fois, de façon claire. Parce que c'est de ça dont on a besoin maintenant, une clarification sur la menace. Et il ne fait aucun doute que la scène post-générique de ce film mènera directement à Doomsday.
comme celle de Ragnarok l'avait fait avec Infinity War. C'est aussi exactement le rôle de la scène post-crédit de Thunderbolts. Elle a d'ailleurs été réalisée par les frères Russo sur le plateau même de Doomsday. C'est donc une vraie scène du film. Probablement celle où on découvre les New Avengers pour la première fois pour ceux qui n'auront pas vu le film Thunderbolts. Et grâce à tout ce qui a été posé avant, l'incident dans l'espace, énoncé dans la scène post-crédit, est probablement causé par Captain Marvel, Miss Marvel ou America Chavez, et à ce moment-là, elle prendra tout son sens. Pareil pour l'arrivée des 4 Fantastiques à bord d'un vaisseau multiversel. Alors oui, la saga du multivers a été chaotique, parfois brouillonne, parfois illisible, on a l'impression que ça n'allait nulle part, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, tout était prévu pour mener à Secret Wars. Et au final, avec le refocus des Russo et de Kevin Feige pour faire des films Avengers les plus grands films jamais réalisés, elle nous a donné suffisamment de clés pour lancer la phase 6 sur de bonnes bases. Et non, il n'est pas nécessaire d'en faire des caisses autour de Doom avant Doomsday, parce qu'il sera absolument omniprésent dans au moins 2 des films les plus importants de tout le MCU. Dis-moi dans les commentaires si je t'ai convaincu. Je vous le rappelle, si vous voulez parler comme un chef pendant vos voyages, foncez sur Rosetta Stone. C'est l'application idéale pour apprendre une langue de façon intuitive, naturelle et surtout à votre rythme. Et en ce moment, c'est le moment ou jamais. Profitez de plus de 60% de réduction sur l'offre à vie avec accès à toutes les langues de l'application. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou en premier commentaire. Encore merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si tu n'as pas vu mon analyse complète des Thunderbolts, des New Avengers, elle est dispo juste ici. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie surtout pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!